Imaginez le silence glacé de la mer Baltique. Il est tard, l'air est coupant, chargé de sel et d'une tension invisible qui pèse sur les épaules de chaque marin présent dans ces eaux sombres. Nous sommes le 26 février. La nuit n'est pas tout à fait noire, elle est teintée du gris métallique des navires de guerre et de l'écume froide. Au loin, dans le port de Malmö, en Suède, un géant dort. Ou du moins, il semble dormir. C'est le Charles de Gaulle, le fleuron de la marine française, une forteresse flottante capable de déchaîner l'enfer, amarrée là, calme, imposante. Mais dans l'ombre, à quelques milles de là, quelque chose bouge. Ce n'est pas une vague, ce n'est pas le vent, c'est une menace mécanique, un bourdonnement sinistre qui s'élève du pont d'un navire russe, le Djigalik. Ce moment précis, cette seconde où le drone quitte le pont pour s'élancer vers le porte-avions français, marque un tournant. Ce n'est plus de la politique abstraite, ce n'est plus une discussion de salon sur les tensions géopolitiques. C'est réel, c'est une ligne rouge qui vient d'être franchie avec une arrogance stupéfiante. Vladimir Poutine ne se contente plus de tester les frontières, il appuie directement sur la détente, espérant une réaction, espérant la peur. Mais ce qui s'est passé ensuite, honnêtement, même moi, avec tout ce que j'ai vu, j'ai du mal à croire à quel point la réponse a été cinglante. Moscou voulait montrer ses muscles, mais Moscou a fini par se faire humilier devant le monde entier. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites peut-être qu'il s'agit d'un incident isolé, une petite escarmouche sans importance, mais détrompez-vous. Restez avec moi, car ce que nous allons décortiquer aujourd'hui va bien au-delà d'un simple drone abattu. C'est l'histoire d'un échec spectaculaire, d'un mensonge d'État et d'une guerre de l'ombre qui se joue juste sous notre nez, pendant que nous dormons. C'est l'histoire de la fragilité de la puissance russe face à une Europe qui, pour une fois, avait un coup d'avance. Alors, plongeons dans les détails, là où ça fait mal. Le navire russe en question, le Djigalik, n'était pas là par hasard. Il rôdait, comme un prédateur fatigué cherchant une proie facile. Il fait partie de la flotte de la Baltique, et cela faisait un moment qu'il manœuvrait dans les environs du port de Malmö. Ce que les Russes ignoraient, ou ce que leur arrogance les empêchait de voir, c'est qu'ils n'étaient pas les seuls chasseurs dans ces eaux. La Suède les observait, pas seulement avec des radars lointains, mais de près. Le patrouilleur suédois HSWMS Rapp, un navire de classe Tapper, était là, silencieux, vigilant. Ils ont tout vu. Ils ont vu les préparatifs sur le pont russe. Ils ont vu le drone décoller. C'est là que l'histoire devient fascinante. Poutine pensait que son navire espion était discret, qu'il jouait une partie d'échecs sophistiquée, mais en réalité, il jouait à découvert. La Suède a regardé le lancement du drone, laissant zéro doute, je dis bien zéro doute, sur l'identité du coupable. Le drone se dirigeait droit vers le Charles de Gaulle. L'objectif était clair, surveillance agressive, intimidation, peut-être même un test des défenses. Mais avant même que l'engin ne puisse s'approcher dangereusement, avant même qu'il ne puisse transmettre des images ou causer des dégâts, il a été neutralisé. Pas par des missiles, pas par des explosions spectaculaires, mais par une guerre électronique chirurgicale, brouillée, aveuglée, renvoyée dans le néant. Imaginez l'ambiance sur le pont du navire russe à cet instant, la confusion, la réalisation soudaine que leur technologie, leur arme secrète du moment, venait d'être balayée comme une mouche gênante. Le drone a été intercepté à environ 6000 des côtes. Il n'a même pas eu le temps de devenir une véritable menace. Il a soit fait demi-tour pour rentrer en disgrâce vers le Djigalik, soit il s'est écrasé lamentablement dans les eaux glacées, rejoignant les épaves de l'histoire. C'est humiliant, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est là que nous devons nous arrêter une seconde, parce que cet événement soulève une question fondamentale qui me hante souvent, une question qui dépasse la simple tactique militaire pour toucher à la nature même de l'ambition humaine. À quel moment la confiance en soi devient-elle de l'aveuglement pur et simple ? Je fais une pause ici, car je veux que vous réfléchissiez à cela. Dans la vie, comme en politique, il y a une ligne très fine entre la stratégie et l'illusion. Nous voyons souvent des leaders, ou même des gens dans notre entourage professionnel, qui sont tellement obsédés par l'image de leur propre puissance qu'ils en oublient la réalité du terrain. C'est le piège de l'ego. Quand on détient un peu de pouvoir, on commence à croire que l'on est intouchable, que l'on peut plier la réalité à sa volonté. Poutine pensait pouvoir intimider l'OTAN avec un vieux tour de passe-passe, mais la réalité, c'est que le vrai pouvoir ne réside pas dans la provocation bruyante. Le vrai pouvoir, c'est la compétence silencieuse. C'est la capacité de voir venir le coup et de l'arrêter sans même élever la voix, comme l'a fait la Suède. La leçon ici est brutale, mais nécessaire. Si vous basez votre stratégie sur l'intimidation plutôt que sur la compétence réelle, vous finirez toujours par vous écraser contre le mur de la réalité. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une armure. Ceux qui l'oublient finissent toujours, tôt ou tard, par être exposés, nus et vulnérables, sous les projecteurs de leurs propres échecs. Revenons sur le pont du Charles de Gaulle. L'atmosphère à bord devait être un mélange de calme professionnel et de colère froide.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était à bord au moment de l'incident. Imaginez la scène. Vous êtes en visite officielle, entouré d'officiers, et soudain, on vous informe qu'une puissance étrangère hostile vient de tenter une incursion. Sa réaction a été cinglante. Il a qualifié cela de provocation ridicule. Notez le choix des mots. Pas dangereuse, pas effrayante, mais ridicule. C'est une insulte diplomatique d'une précision chirurgicale. Cela réduit l'agression russe à une farce, à un geste d'enfant capricieux. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, également présent, n'a pas été plus tendre. Il a souligné que c'était une manière russe d'agir que tout le monde reconnaît désormais. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Nous avons vu ce schéma se répéter encore et encore. Mais cette fois, la manière russe s'est pris les pieds dans le tapis. Le fait que le drone n'ait parcouru qu'1 mille avant d'être brouillé dans l'oubli nous dit quelque chose d'important. La tactique hybride de la Russie est peut-être audacieuse, mais elle est techniquement fragile face à une réponse occidentale coordonnée. Et maintenant, regardons la réaction du Kremlin. C'est presque comique si ce n'était pas si tragique. Moscou nie tout, évidemment. Dmitri Peskov, le porte-parole de Poutine, a qualifié les accusations suédoises d'absurdes. Il affirme que la Russie n'a aucune information sur cet incident. Bien sûr, Dmitri, bien sûr. Pourquoi admettrait-il une tentative aussi flagrante et aussi ratée? C'est le vieux jeu soviétique. Nier l'évidence, même quand on a été pris la main dans le sac, ou plutôt la main sur la télécommande du drone. Mais la Suède ne joue pas à ce jeu. Ils ont été méthodiques. Ils ont publié un communiqué clair. Un navire de la marine suédoise a observé un drone suspect. Les forces armées ont pris des contre-mesures. Le contact a été perdu. C'est froid, c'est factuel, c'est professionnel. C'est un message direct envoyé à Poutine. Nous vous avons vu. Nous vous avons arrêté. Et nous n'avons pas peur. Une enquête a été ouverte pour violation des eaux territoriales. Le navire espion russe pourrait se retrouver dans des eaux encore plus troubles, juridiquement parlant. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi risquer un incident diplomatique majeur pour un simple survol? Il faut comprendre le contexte. La Suède avait vu venir cette escalade. Quelques semaines avant l'attaque, le renseignement militaire suédois avait averti que la Russie préparait des actes de sabotage avancés. Il parlait d'assassinats, d'incendies criminels, d'attaques contre les infrastructures. Ce drone n'était pas un accident. C'était la pointe de l'iceberg d'une campagne beaucoup plus large et beaucoup plus sombre. Et cela m'amène à une réflexion plus profonde. Quand on regarde ces événements, on ne peut s'empêcher de se demander ce qui se passe dans la tête de ceux qui ordonnent de telles actions. Est-ce que le mensonge, répété 1000 fois, finit par devenir une vérité pour celui qui le prononce? Je veux que nous fassions une pause ici pour explorer cela. Parlons de la corruption de l'âme par le mensonge. En politique, on appelle cela de la propagande ou de la maskirovka. Mais dans la vie humaine, c'est un poison. Regardez Peskov, regardez Poutine. Ils ont construit un monde où la vérité est malléable, où les faits sont des options. Mais voici le piège psychologique. Quand vous mentez constamment pour couvrir vos échecs, vous commencez à vous déconnecter de la réalité. Vous ne pouvez plus résoudre les problèmes parce que vous refusez d'admettre qu'ils existent. Vous vous entourez de gens qui vous disent ce que vous voulez entendre, pas ce qui est vrai. C'est la recette de la chute. Pour nous, dans nos vies quotidiennes, c'est un avertissement puissant. L'intégrité n'est pas juste une vertu morale, c'est un outil de survie. Être honnête avec soi-même et avec les autres, c'est garder les pieds sur terre. C'est s'assurer que lorsque l'on marche, le sol ne va pas se dérober sous nos pieds. Ceux qui vivent dans le mensonge finissent toujours par être rattrapés par la vérité, et le choc est d'autant plus violent qu'ils ont passé des années à l'éviter. Maintenant, reprenons le fil. Pourquoi le Charles de Gaulle était-il là, à Malmö? Ce n'était pas pour du tourisme. Il participait à la mission Lafayette 26. C'est une opération de l'OTAN, conçue spécifiquement pour dissuader les menaces contre les câbles sous-marins. Ces câbles, c'est notre système nerveux mondial. Internet, les communications financières, tout passe par là au fond de l'eau. Et la Russie, dans sa stratégie de guerre hybride, adore cibler ces câbles. En décembre 2024, la Finlande avait déjà arrêté un navire russe pour avoir coupé des câbles. Donc, la présence du porte-avions français était un message en soi. Touche à nos câbles et tu auras affaire à nous. Poutine déteste ça. Il déteste voir l'OTAN unie. Il déteste voir la France projeter sa puissance si près de ses frontières. C'est de la jalousie pure, mêlée à de la paranoïa stratégique. N'oublions pas que la Russie a dû retirer son propre porte-avions du service car il tombait en ruine. Voir le Charles de Gaulle, majestueux et opérationnel, c'est comme frotter du sel sur une plaie ouverte pour l'ego russe. L'attaque du drone était une tentative désespérée de reprendre l'initiative, de dire « nous sommes là aussi ». Mais au lieu de projeter de la force, ils ont projeté de l'incompétence. Cependant, ne soyons pas naïfs.
Même un échec est un signal. La Russie est prête à utiliser ses navires militaires officiels, et non plus seulement sa flotte fantôme de vieux pétroliers civils, pour mener ses attaques. C'est une escalade. Avant, ils se cachèrent derrière des navires anonymes. Maintenant, ils utilisent la marine de guerre. La zone grise s'éclaircit, et ce qui apparaît derrière le brouillard ressemble de plus en plus à une confrontation directe. Le Télégraphe a révélé la même semaine que la Russie envoyait des migrants vers l'Europe via des tunnels souterrains entre la Biélorussie et la Pologne. Pensez à l'horreur de cela. Utiliser des êtres humains désespérés comme des armes pour déstabiliser des frontières, c'est cynique, c'est cruel et c'est coordonné. Drones dans le ciel, migrants sous la terre, cyberattaques sur le net, c'est une guerre totale qui ne dit pas son nom. Poutine joue sur tous les tableaux, cherchant la faille, cherchant le point de rupture de l'Occident. Ce mélange de tactiques, sabotage, désinformation, pression migratoire, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Mais j'ai l'impression que le terme est trop clinique. Ce à quoi nous assistons, c'est une tentative de corrosion systématique de nos sociétés. Le but n'est pas de nous envahir demain avec des tanks, mais de nous épuiser, de nous diviser, de nous faire douter de tout. Et cela soulève une inquiétude profonde. Si l'ennemi ne respecte aucune règle, comment pouvons-nous nous battre sans perdre notre âme ? C'est une question lourde, je sais. Faisons une pause pour l'absorber. Parlons de la stratégie face à la perversion. Quand vous avez affaire à quelqu'un, que ce soit un tyran politique ou un manipulateur dans votre vie personnelle, qui ne respecte aucune limite, votre première réaction est souvent la colère ou la confusion. Vous essayez de comprendre pourquoi ils font ça, mais chercher la logique morale chez quelqu'un qui n'en a pas est une perte de temps. La Russie de Poutine ne joue pas selon nos règles de courtoisie. Elle voit la retenue comme une faiblesse. La leçon ici est sur la définition des frontières. Dans la vie, si vous ne tracez pas une ligne claire que les autres ne doivent pas franchir, ils avanceront jusqu'à ce qu'ils vous écrasent. La Suède l'a compris. Ils n'ont pas envoyé de lettre de protestation polie pendant que le drone avançait. Ils ont brouillé le signal, immédiatement. Parfois, la seule réponse au chaos est une fermeté inébranlable. Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un dont le but est votre destruction. Vous devez simplement être plus fort, plus stable et plus résolu qu'eux. Alors, que nous réserve l'avenir ? Les rapports sont inquiétants. Le Belfast Center prédit que la Russie va continuer d'escalader cette campagne de zone grise jusqu'à tenter une incursion militaire réelle sur le flanc nord-est de l'OTAN d'ici 3 ans. Imaginez ça. Une attaque éclair pour saisir un bout de territoire, juste pour voir si l'OTAN réagira. C'est le scénario du pire, celui qui empêche les généraux de dormir la nuit. L'incident du Charles de Gaulle n'était qu'un prélude, un test. La Russie a échoué cette fois, oui, mais ils apprendront. Ils analyseront pourquoi leur drone a été brouillé. Ils modifieront les fréquences, ils reviendront. L'idéologie qui motive le Kremlin n'est pas rationnelle au sens économique du terme. Ils ne cherchent pas la prospérité, ils cherchent la survie d'une vision impériale fantasmée face à un Occident qu'ils qualifient de décadent. Quand vous êtes face à un idéologue, la dissuasion est difficile car il est prêt à sacrifier son propre peuple pour son mythe. L'OTAN a réagi en augmentant la surveillance, c'est bien. Mais est-ce suffisant ? La vigilance doit être constante. Chaque navire russe, chaque mouvement suspect doit être traité comme une menace imminente. La Suède a montré la voie. Anticipation, observation, neutralisation. C'est le modèle à suivre. Mais il y a une dimension personnelle à tout cela. Poutine en veut à la France. La France a été l'un des soutiens les plus vocaux de l'Ukraine, livrant des missiles Scalp, promettant des mirages. Voir le drapeau français flotter fièrement dans la Baltique, c'est une insulte personnelle pour lui. Il voulait humilier Macron, humilier la France. Au lieu de cela, il a révélé ses propres limites. Cependant, ne nous y trompons pas. L'animal blessé est le plus dangereux. L'humiliation du 26 février ne va pas calmer le Kremlin, elle va le rendre plus vindicatif. Nous devons nous attendre à plus de sabotage, plus de cyberattaques, plus de tentatives d'intimidation. La guerre hybride ne fait que commencer à montrer son vrai visage, un visage hideux où tout est une arme, de l'information aux réfugiés en passant par les drones. Je veux terminer sur une note un peu différente. Nous avons parlé de navires, de drones, de stratégie, mais au final, tout cela repose sur nous. Sommes-nous prêts à voir le monde tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit ? C'est notre dernière réflexion pour aujourd'hui. La responsabilité civique n'est pas un vain mot. Souvent, nous préférons détourner le regard. Nous préférons penser que ces conflits sont loin, qu'ils ne nous toucheront pas. C'est confortable de penser ainsi, mais l'histoire nous apprend que l'ignorance est un luxe que l'on paie toujours très cher. Ce qui se passe dans la Baltique, ce qui se passe dans les tunnels à la frontière polonaise, cela concerne notre sécurité et notre économie, notre liberté de vivre sans peur. Comprendre ces enjeux, refuser la désinformation, rester lucide face aux menaces, c'est notre part du travail.
Nous ne sommes pas sur le pont du HSWMS RAP, nous n'avons pas le doigt sur le brouilleur électronique. Mais nous avons le devoir de ne pas être naïfs. La lucidité est la première forme de résistance. Alors que le Charles de Gaulle poursuit sa mission dans les eaux froides du Nord, il emporte avec lui bien plus que des avions. Il emporte la certitude que la vigilance est le prix de la liberté. La Russie a tenté de percer le bouclier, et elle s'est cassé les dents, pour l'instant. L'histoire continue de s'écrire, vague après vague, et nous en sommes les témoins, conscients que dans ce grand jeu d'ombre, la lumière de la vérité est notre seul véritable allié. Restez attentifs. Le monde change vite, et il n'attend personne.